Salut Pablo, salut Catherine. Salut Salut, Pierre, salut. salut Pablo, salut à tous. Grande journée pour Jean-Luc Mélenchon, donc on va évidemment beaucoup en parler. On parlera de la gauche évidemment, on reviendra aussi sur le discours, enfin en tout cas la présentation du projet d'Emmanuel Macron qui a quand même marqué cette semaine. Vous étiez tous les deux au rassemblement, enfin à la marche pour la 6e République qui était la 3e édition puisqu'il avait déjà opéré cette grande manifestation dès 2012 puis récidive en 2017 et là aujourd'hui sur la place de la République avec énormément de monde. Je crois que c'est à peu près comparable en termes de présence à la mobilisation de 2017. La France Insoumise, enfin l'Union populaire revendique près de 100 000 personnes. Je ne sais pas si la place de la République peut contenir 100 000 personnes, mais quoi qu'il en soit, il y avait énormément de monde. Les images étaient belles. Le discours, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, a quand même ça a un peu changé par rapport aux 2 dernières éditions, je dirais, parce que là, il était quand même très centré sur la question sociale. Il a fait quand même près de 30 minutes, 40 bonnes minutes sur la question sociale, où il est revenu sur la retraite, sur les salaires, sur la hausse des prix, sur les sécurités d'une manière plus générale, ce qui changeait par rapport aux années précédentes, parce qu'il était quand même beaucoup question d'institutions et de 6e République. Il est revenu aussi évidemment dessus. On sentait quand même que le discours d'aujourd'hui répondait un peu pour partie à celui d'Emmanuel Macron, hein, qui vise quand même à être très dur sur un plan social. Pas d'adresse particulière à ses petits camarades de gauche. Enfin, on va y revenir parce qu'il y a eu quand même quelques petites phrases quand même où on sentait qu'évidemment, il parlait peut-être pas aux différents chefs, mais il parlait à l'électorat de manière générale. Quel est votre sentiment à tous les deux rapidement quand même, puisque vous en revenez de la place de la République, Catherine? Déjà sur l'assistance, c'était le peuple de Paris qui était là. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement divers, jeunes, des vieux, des blancs, des jaunes, des noirs, tout le monde était là. Et c'était des militants et pas que des militants. Enfin voilà, comme tu l'as dit, c'était comparable à 2017 où j'étais également sur cette place. Et donc, grosse assistance, grosse mobilisation, bonne ambiance et beau temps, beau soleil. Donc, c'était bien, c'était sympa. Mais après, on va parler du Ouais, contenu, bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais Pablo, enfin, peut-être. l'atmosphère, ça compte, hein, ça raconte. Il y Ouais. avait du monde, mais il y a du monde dans tous les meetings, toutes les réunions, dans les petits villages, dans les grandes villes, etc. Partout, il y a du monde autour des députés et souvent enfin, Ouais. des personnalités de la France insoumise quand elles se déplacent ensemble, souvent à plusieurs, et ça marche à chaque fois. Et là, donc, c'était sans surprise qu'il y ait du monde, mais il y avait vraiment du monde. Tu disais peuple de Paris, il faut que les gens qui regardent et qui le savent peut-être pas, c'est vrai que tout ça est aussi très bien organisé. Les cars sont partis de toute la France, certains n'ont pas dormi la nuit Ah dernière pour bon? venir, oui, pour ne pas venir Ah, pour assister à la mobilisation et à la grande marche. Donc des 4 coins de la France, des cars avaient été organisés, des trains aussi, beaucoup ont pris le train pour venir à Paris ou pour aujourd'hui. Pablo, tu as ressenti quoi toi dans cette bon, mais nous, on est sympa, on accueille tout le monde. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait Catherine sur la question de la diversité en fait des gens qu'on pouvait voir dans cette assistance. Après, je mettrais aussi l'accent sur le fait que moi, j'ai parlé avec pas mal de monde, un peu comme ça, hein, enfin des gens que je ne connaissais pas forcément, et que tous étaient vraiment transportés par l'idée que c'était vraiment possible en fait de le faire. Il y a absolument dans les gens qui étaient présents dans le public là. Il n'y avait absolument aucun défaitisme. Ce n'était pas une certitude que Jean-Luc Mélenchon serait présent au second tour et qu'il pourrait gagner l'élection présidentielle. En revanche, ce qu'ils voulaient se dire à eux-mêmes et ce qu'ils voulaient dire à ceux qu'ils rencontraient, c'est que c'était éminemment possible. Ouais. On va revenir sur les messages politiques, mais d'abord quand même Peter. un mot sur le fond de son discours, parce qu'il a prononcé un grand discours sur la question sociale. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, qu'il a voulu opposer son discours à celui qui avait été celui d'Emmanuel Macron en termes de casse des 5 prochaines années qui ont été annoncées, parce qu'il a été quand même très insistant sur la réforme des retraites. Il a dit 65 ans, 65 ans. Il l'a répété plusieurs fois dans la foule qui huait évidemment les 65 ans. Il est revenu sur, je le disais, sur la question des salaires, des protections d'une manière générale, sur l'école aussi. On ne l'a pas énormément entendu dans cette campagne sur l'école. Là aussi, il est revenu sur l'école, en opposition à ce que veut faire Emmanuel Macron notamment. Sur le fond du discours, Catherine, toi, tu analyses ça comment? Justement, c'était quoi? C'était un discours rassembleur? C'est un discours plus consensuel, même si le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais on sentait quand même qu'il y avait cette volonté quand même de montrer que c'était lui la gauche. Ah ben oui, c'était un discours de gauche, vraiment, pas de rassemblement. Il a
Moi, je ne dirais pas que c'était un discours de réponse à Emmanuel Macron. Il a beaucoup parlé de la France. C'est-à-dire qu'il a parlé de la France, il a raconté la France comme étant le pays des conquêtes, de l'égalité, de l'école publique, laïque, etc., gratuite. Enfin, il a rappelé des choses comme ça. Il était sur un discours, moi je trouve qu'il répondait au moins autant au discours de Zemmour et de Marine Le Pen qu'au discours de Macron. C'est-à-dire que c'était le discours sur l'idéal commun porté par la France. Il a terminé dans son discours par Vive la France et surtout vive la République. C'était un grand discours sur la République, mais pas tellement comme il l'avait fait en 2012 surtout et en 2017 aussi sur les institutions, la 6e République. Là, c'était très incarné sur qu'est-ce que c'est que la République démocratique et sociale et donc qu'est-ce que c'est que ce projet qui porte. Donc en effet, c'était très social, mais c'était pas un discours programmatique, on va faire ci, on va faire ça. C'était la France qu'on aime, celle dans laquelle on se reconnaît. C'est celle où il n'y a pas de gens qui vivent dans la rue, qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, etc., etc. C'était vraiment un discours sur la dignité et l'égalité de tous. Donc c'était un discours très fort sur les valeurs, moi il m'a semblé, et qui était incarné dans des enjeux concrets. C'était pas comme ça, quoi. C'était concret, Ouais, moi, incarné. si je peux prolonger la pensée de Catherine et la tienne, Pierre, moi je suis assez d'accord qu'il a quand même mis un accent sur la question sociale très très important. Il en a, comme tu l'as dit Pierre, énormément parlé. Et s'il s'agit par exemple de comparer avec 2017, moi je dirais que en 2017, il était plutôt Victor Hugo et aujourd'hui en 2022, il est plutôt Émile Zola. C'est-à-dire que la France que Jean-Luc Mélenchon a essayé de décrire, celle qu'il essaye en fait d'incarner dans cette campagne, c'est la France, d'ailleurs il l'a dit, hein, c'est la France des petites gens, c'est la France des gens qui gagnent 1 000 €, c'est la France des SDF, c'est la France de tous les laissés pour compte. Et il a commencé son discours comme ça en disant ce que j'ai entendu en faisant la marche de Bastille jusqu'à République, c'est cette clameur, et cette clameur, j'espère qu'elle va donner du courage en fait à tous ceux qui ne peuvent pas être là, qui n'ont même pas forcément envie d'être là, mais qui sont en fait tous ces dominés en fait du système capitaliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il a un peu affiné sa stratégie, c'est-à-dire que en gros, moi, ce que j'ai vu transparaître dans son discours, c'est qu'au premier tour, il s'agit d'éliminer l'extrême droite, c'est-à-dire Zemmour et Le Pen. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, Catherine, qu'il s'adresse en fait un peu aux deux, à la fois à Zemmour, Le Pen et à la fois à Emmanuel Macron. Donc, premier tour, il s'agit d'éliminer Macron et Le Pen. Et deuxième tour, il s'agit de choisir entre son programme, qui est un programme, enfin, comme tu l'as dit, Catherine, hein, qui est d'une gauche très classique. Moi, je trouve qu'il a fait un grand discours classique en fait de gauche, et donc il l'oppose effectivement à celui néolibéral et de droite d'Emmanuel Macron de façon finalement assez naturelle. Alors moi, je ne trouve pas que c'était si classique que ça. Alors, dans la forme, c'était assez classique. Moi, je ne le renverrai pas à Zola comme référence parce que ce que j'ai trouvé, c'était qu'il y avait un amalgame entre l'égalité sociale classique et la modernité des thématiques qui étaient traitées et la façon dont il en a parlé et l'ampleur. Je trouvais qu'il y avait une nouvelle patte. C'est-à-dire que on dirait qu'à la troisième fois, la première fois, il avait fait quelque chose qui était vraiment classique en 2012. Première campagne, front de gauche avec le Parti communiste. Il fait une campagne assez classique, vraiment. 2017, il fait une campagne beaucoup plus solitaire, je pense, hein, il a marqué, il a cassé les codes, etc., très disruptive, et où il impose l'idée de la France, enfin, le thème de la France insoumise, sa nouvelle formation politique, et ça prend des allures un peu dégagistes. Et là, c'était vraiment un alliage pour moi entre le référentiel historique profond. Quand je parlais tout à l'heure du peuple de Paris, il commence sur ça. Hein, il commence par une référence au Paris révolutionnaire, enfin,
à ce qui porte Mélenchon et les gens de gauche, hein, c'est-à-dire cette histoire du pari insurrectionnel depuis la Révolution jusqu'à 1968, 1995, etc. Donc il y a cet élément ancré dans l'histoire de la gauche, et puis vraiment toutes les questions modernes. Alors il y a l'écologie, il y a la liberté, il a fait quand même une grosse partie sur la question des libertés. Évidemment, la référence au mouvement des Gilets jaunes, à la guerre. Enfin, il y a quelque chose c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé une patte vraiment travaillée. Je me suis dit, Mélenchon, c'est comme le bon vin, quoi. Il faut que ça vieillisse. Justement, sur On est l'écologie. en train de préparer Mélenchon 2027. Voilà, c'est ça. Ça va être super. C'est un sujet qu'on va évoquer aussi ensemble, mais sur la question écolo aussi, il a quand même été très insistant avec un discours très alarmiste. Il a rappelé ce qui pouvait arriver dans le sud de la France, sur le littoral français, mais plus généralement, il a été jusqu'à dire que possiblement dans les années à venir, ça serait il a commencé successivement des centaines de milliers, des millions, voire des milliards qui pourraient être déplacés. On ne peut pas s'empêcher de penser que quand il fait ça, même si on sait qu'il est un converti de l'écologie de longue date, qu'il accroche un public dont il va avoir besoin pour cette élection, les écologistes. Bien sûr, moi je suis assez d'accord avec ça, mais pour prolonger aussi la pensée de Catherine sur la question de la République et cet amalgame en fait que fait Jean-Luc Mélenchon qui est tout à fait cohérent, hein, je pense, et intelligent entre la République et la France. Il y a quand même un seul tout petit hiatus en fait qu'on peut noter, c'est-à-dire que par exemple à un moment il fait huer Sanofi. Mais il ne fait pas huer la direction de Sanofi, il ne fait pas huer les boursicoteurs, enfin ceux qui tiennent les cordons de la bourse de Sanofi. Il fait huer Sanofi. Et en fait, parfois, j'ai l'impression en fait qu'il s'adresse effectivement aux Français, mais il ne s'adresse pas forcément aux travailleurs et aux travailleuses en fait. Il a tendance en fait à faire des amalgames, il a fait huer aussi à un moment l'entreprise. Il a dit ah oui, ils veulent transformer. Alors c'était à propos de l'école, il dit ils veulent transformer l'école en entreprise, comme si l'entreprise c'était vraiment le diable absolu. Alors qu'en fait, l'entreprise, en fait, mais ça dépend d'où est-ce qu'on se pose, en fait. Mais l'entreprise, c'est aussi les travailleurs et les travailleuses qui la composent. C'est pas forcément le management agressif d'une direction néolibérale. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, la question du travail, c'est une question qu'il n'a pas tellement posée, voilà, qu'il n'a pas tellement posée dans ce discours. Alors, c'était pas… Voilà, c'était peut-être pas l'occasion de le faire. Et c'est vrai que ça a été, souviens-toi, le premier grand débat qu'il fait. Le premier grand discours à Carmaux. Exactement, c'est là où il fait ce discours sur le travail. Mais justement, et c'est pour finir sur la question écolo est une question qu'il résout et à laquelle il apporte une réponse par le biais de l'État. C'est-à-dire qu'il le dit, hein, c'est la planification. Il a dit, mais même Marlène Schiappa et compagnie et des gens du gouvernement ont récupéré en fait ce vocabulaire de l'écologie et de la planification écologique avec, alors là, je mets encore un tout petit hiatus pour me faire taper par les insoumis, mais il y a dans tout le discours de Jean-Luc Mélenchon, en fait, ce qui ressort aussi, c'est une impression de facilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, ça va être vraiment, il l'a dit à un moment, hein, c'est un décret. Et il a dit ça, mais ça, c'était pour, le blocage des prix. Il a dit, moi, le premier jour, je signe un décret, c'est mon nom qui sera sur le décret et vous aurez le blocage des prix. Globalement, Jean-Luc, ce que je voulais dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'envisage pas la poursuite en fait, des conquêtes sociales dans la rue, dans les entreprises, après son élection. Puisque en fait, on a l'impression que son élection en fait, résoudrait le problème du capitalisme néolibéral mondial et que ce serait lui en fait le rempart et il proposerait, enfin il serait en mesure en fait de faire une proposition tellement forte pour à la tête de l'État que tous les problèmes en fait seraient résolus. Il l'a même dit plusieurs fois, il l'a théorisé ça. Et ça, je ne suis pas certain que ça soit ni une réalité s'il accède au pouvoir, ni que ça puisse enthousiasmer en fait les travailleurs et les travailleuses qui aussi arrivent à avoir des conquêtes sociales par la grève, dans la rue, etc. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais j'ai noté comme Pablo dans son discours l'idée que votez pour moi et vous aurez la retraite à 60 ans, vous aurez le SMIC à 1400, vous aurez le blocage des prix des salaires, l'augmentation des salaires et du SMIC, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de
il a dit à un moment donné, c'est facile comme un bulletin de vote, un papier dans l'urne. Il insiste là-dessus et il dit en gros, vous n'allez pas avec moi perdre des journées de grève qui vous coûtent cher pour vous opposer à la retraite à 65 ans de Macron. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée, c'est la reine des élections, c'est là que se concentre le pouvoir et avec moi, je vais vous apporter ces éléments de sécurité, de progrès social. Bon, je ne sais pas comment dire, c'est à la fois, j'y crois pas du tout. Je pense que pour avoir la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400, etc., les minima sociaux, enfin tout ce qu'il décline, je pense que ça sera comme en 36, quoi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je pense que ça ne se fera pas sans qu'il y ait une poussée, vraiment un rapport de force évident qui va se faire entendre. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'il raconte. Et comme je disais tout à l'heure, il fait un discours de toute la gauche. À un moment donné, il renverse le théorème de Tancred, vous savez, dans le Guépard, qui dit il faut que tout change pour que rien ne change. Et là, il dit, vous savez bien qu'il faut que, pour que ça change, il faut que tout change. Donc, commençons maintenant. Et il est à la fois du côté de la révolution et à la fois du côté des gens qui ne veulent pas le désordre et qui veulent que les choses, ça marche et que ce soit cool. Il va parler à toute la gauche, celle qui veut en découdre, celle qui a la culture du rapport de force et celle qui veut une vie meilleure sans… voilà. Et moi, dans 2 secondes, tu nous expliques. J'ai trouvé ça malin, quoi. Attention, dans 2 secondes, tu nous expliques que Jean-Luc Mélenchon, c'est François Mitterrand et dans 2 ans, il nous fait la rigueur. Là, ce que je pense, c'est que Jean-Luc Mélenchon nous annonce que tout ça, il peut le faire. Moi, je ne crois pas que le monde qu'il réunit autour de lui croit réellement qu'il suffit de voter pour Jean-Luc Mélenchon et que tout va rouler comme sur des roulettes. Je pense qu'au moins, on a appris de 81 que sans que les gens s'occupent de cette affaire, se mobilisent, apportent leur intelligence et leur énergie et leur combativité, ben, ça ne passera pas. Parce qu'il va falloir aussi l'inventer. Tout n'est pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Un mot de politique quand même, parce que même si ce n'est pas adressé directement à ses petits camarades de gauche, aucun d'entre eux n'a été cité, aucune interpellation. Forcément, il y avait quand même quelques messages subliminaux. D'ailleurs, sans doute, vous avez pu constater, vous deux aussi, dans les mobilisations, vous avez reconnu des visages qui ne sont pas des visages insoumis. Il y avait des visages d'un peu toutes les formations, y compris chez les communistes. Beaucoup de jeunes, des jeunes qui votaient pour la première fois. Il a dit quand même de manière très virulente, je pense, de manière très dure, ne vous cachez pas, il s'est adressé aux Français, mais il dit ne vous cachez pas derrière les divergences des chefs, ne vous dérobez pas, vous portez tous une responsabilité. En gros, c'est ce même discours qui continue à dire, c'est tous derrière moi et oubliez vos chapelles. Ouais, il a parlé de responsabilité morale même. Oui, Mais encore une fois, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'extrême droite. En fait, c'est vraiment là, sans le dire, en fait, il a dit voter utilement en fait pour dégager l'extrême droite. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Ensuite, il est vrai, et on l'a dit depuis tout à l'heure, tout son discours en fait s'adressait à l'ensemble des sensibilités de la gauche. D'ailleurs, il n'est pas allé sur les sujets les plus clivants. Il n'a pas parlé spécifiquement de laïcité, il n'a pas parlé spécifiquement du nucléaire, il n'a pas parlé spécifiquement même de sécurité, qui sont des sujets qui pourraient le différencier du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts ou du Parti socialiste. Il a évité soigneusement, il les a mis de côté pour dire, en fait, votez pour moi parce que, en gros, l'urgence est telle que si on rate la marche du premier tour, après, on l'aura clairement dans le baba et ça va être très dur pendant 5 ans. Oui, moi je pense que c'est tout à fait ça, c'est qu'il s'adresse, mais c'est cohérent avec ce qu'il dit depuis le départ, tout le débat sur la primaire populaire, c'est-à-dire que l'affaire n'est pas une question d'entente entre les candidats. Les candidats, chacun est légitime de porter une proposition et que la proposition la plus convaincante, la plus ambitieuse, la plus rassembleuse l'emporte. Bon, ben, il est en train de l'emporter. Voilà, c'est son discours, la globalité de son discours, son talent aussi. Franchement,
il est hors pair, hein, Mélenchon. Hein. C'est son talent qui va l'emporter, qui est en train de l'emporter à gauche. Ça paraît évident. Ce que je retiens aussi, c'est que dans ce discours rassembleur, tout le monde peut s'y retrouver. Toutes les cultures, ce que tu viens de dire, et quand je parlais des gens qui n'ont pas la culture du combat social, peuvent voter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'avec lui, ça va être cool, on va juste mettre un bulletin dans l'urne et tout va s'arranger. Ça parle à une partie de notre gauche aussi, hein, qui n'a pas envie d'être dans la lutte sociale, qui veut l'égalité, qui veut le progrès social, mais qui n'a pas envie de passer son temps à battre le pavé, quoi. Et il a parlé à toutes ces cultures de gauche. Bon, après, restera à rassembler tout ce monde de manière durable, parce que les fractures que nous venons de vivre pendant cette campagne, entre les différentes sensibilités de la gauche, doivent être surmontées. C'est-à-dire qu'un écologiste ou un communiste qui votera pour Jean-Luc Mélenchon doivent être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire on donne sa chance et son poids à celui qui peut être le plus haut et parce qu'il a le discours le plus global et le plus abouti, le plus convaincant. Ça ne fait pas qu'on n'est plus communiste, écologiste, socialiste, radical ou rien de tout ça, mais ça ne nous fait pas tous devenir des insoumis. De ce point de vue, j'ai trouvé qu'il a insisté sur Union populaire. Il a fait le switch entre France Insoumise et Union populaire, et c'est un petit peu ce que je ressentais en disant entre sa première, sa deuxième campagne France Insoumise, qui était beaucoup plus dégagiste. Hein. France Insoumise, c'est vraiment, on est dans le... Et là, Union populaire, là, on est dans quelque chose qui rassemble la diversité de ce peuple de gauche, de ce peuple qui aspire au progrès, etc., et à l'égalité, et que c'est cette diversité qu'il va falloir considérer à l'avenir. Et quel que soit le résultat, d'une certaine manière. Sur cette espérance qu'ont évidemment les membres, enfin en tout cas les sympathisants, ceux qui s'apprêtent à voter pour l'Union populaire, de voir se qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour, ça vous paraît être une hypothèse qui est encore crédible? Des meetings comme ceux-là, comme il compte en faire d'autres, puisqu'il y aura le meeting de Marseille la semaine prochaine en plein air, où on se souvient de ces images du Prado assez belles aussi, où il y avait eu énormément de monde. Ces meetings ont vocation à mobiliser, à parler justement à cet électorat qui soit dort, soit aujourd'hui il réveille un électorat, parce qu'on voit bien, hein, effectivement, la tortue sagace prend un point par-ci, un point par-là, il monte petitement, mais il monte en même temps que Marine Le Pen monte. Donc c'est vrai, comme on disait, que la stratégie de second tour, en tout cas le seuil de qualification de second tour devrait être assez bas. Finalement, il ne risque pas d'être si bas que ça. C'est ça, son dernière carte à Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire des grands meetings, de faire des grandes démonstrations de force. C'est quand même, au-delà du fait que ce n'est pas la première fois, mais ça sera sans doute la plus grande mobilisation de cette élection présidentielle. Déjà, il faut attendre parce qu'il va y avoir un petit match, à mon avis. Voilà, Zemmour au Trocadéro dimanche prochain. Je pense que là, il va y avoir effectivement… Parce que c'est ça qu'il a essayé d'incarner, Jean-Luc Mélenchon. Il a essayé de dire le candidat de la rue, celui qui est capable en fait de remplir une place aussi grande que la place de la République, c'est moi et c'est personne d'autre. On va voir si Éric Zemmour, de l'autre côté de l'échiquier… C'est sûr qu'à gauche, pour le coup, il est imbattable sur le sujet. On voit mal Yannick Jadot ou Anne Hidalgo remplir une telle place. On va voir si de l'autre côté de l'extrême droite, Zemmour a les reins assez solides pour remplir la place du Trocadéro, ce que je n'espère pas. Mais ça peut convaincre les militants, tu penses, toi, ces mobilisations, en fait, je pense qu'il ne s'agit même pas de convaincre les militants. Comme j'ai dit tout à l'heure, les militants, en fait, ils sont même pas convaincus. Ils sont dans une lutte, ils sont dans une dynamique. On ne peut pas dire à un militant, il ne peut pas penser, de toute façon, mon candidat, il ne sera jamais au deuxième tour, il ne va jamais gagner la présidence de la République. Donc, ce à quoi servent ces meetings, c'est précisément j'allais dire de maintenir la flamme, mais même de l'accentuer, en fait, de faire d'une flamme ou un feu de forêt. C'est-à-dire que ça galvanise, en fait, les militants. Les militants, c'est même pas tant qu'ils ont envie d'y croire qu'ils ont envie de se battre. Et là, en fait, moi, ce que j'ai vu dans le public, c'est des militants qui avaient envie de lutter jusqu'au bout pour leur candidat, pour que Jean-Luc Mélenchon puisse accéder au second tour. Il ne s'agit pas de savoir si arithmétiquement, en fait, il peut ou pas accéder au second tour. Mais il s'agit de voir dans quelle mesure, en fait, ce type de rassemblement est capable de donner de la force aux militants et aux militantes de l'Union populaire pour faire accéder à Jean-Luc Mélenchon au second tour. Catherine, est-ce que d'après toi, peut-être tu as envie de répondre à Pablo, c'est ça? Non, vas-y, quelle est ta question? Est-ce que d'après toi, s'il devait ne pas être élu président de la République dans les prochaines semaines,
est-ce qu'il a signé là son dernier grand meeting? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose de l'ordre de ça? J'entendais tout à l'heure justement dans les commentaires du journaliste de BFM qui a eu un échange avec lui juste avant et qui lui disait que de toute façon, il ne serait plus jamais candidat à autre chose que d'être président de la République. Donc, c'est sa dernière fois. Il ne serait pas candidat à l'élection aux législatives. Il a assuré cela, même s'il avait laissé sous-entendre autre chose dans le JDD la semaine dernière. Mais est-ce que finalement, il n'y avait pas aussi ça, il n'y avait pas une émotion empreinte de ça aussi dans ce grand discours d'aujourd'hui? Je ne suis pas du tout dans sa tête, je ne sais pas du tout ce qu'il fera. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Moi, ce que je voulais juste dire à propos de ce second Non, mais ce que je tour, veux dire, c'est que il y avait une mise en scène, il y a la suite derrière lui. Il y avait quand même, il a fait venir sur la scène devant à la fin du meeting Adrien Quatennens, Mathilde Panot. Enfin, il n'y avait pas quelque chose de l'ordre d'une mise en scène du relais ce soir, aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon est toujours très content de montrer qu'il a fait émerger une nouvelle génération de responsables, ce n'est pas simplement de militants, mais de responsables. Et donc là, il renouvelle, dire que voilà, je ne suis pas seule, deux, j'ai fait émerger, et ce qui est tout à fait exact, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même peut-être une dizaine de personnes de la France insoumise qui sont connues, je ne dis pas archi connues, mais enfin qui sont connues du grand public. Clémentine Autain, François Ruffin, Mathilde Panot, Adrien Quatennens, Coquerel, Corbière, Raquel Garrido. Enfin, ça en fait quand même du monde qui a un peu de notoriété du côté de la France insoumise. Donc, il est content de ça et il a raison d'être content de ça. C'est quand même, il a fait émerger une histoire militante nouvelle et de responsables nouveaux. Moi, ce que je voulais juste dire un tout petit mot sur le second tour, c'est que ce qui me semble se décanter là de façon relativement claire, c'est qu'il y a trois pôles en France. Il y a un pôle de gauche, un pôle de droite et un pôle d'extrême droite. Et que les leaders de ces trois pôles sont en train de se disputer le second tour. Le pôle de droite, c'est Macron-Pécresse, et que Macron est en train d'enfoncer Pécresse. Je ne sais pas où il en est, Sarko. Il a donné son soutien ou Non, pas? il a dit qu'il n'avait pas fait son choix entre Sarkozy, entre Il ne Macron fallait pas lui forcer la main. Mais quel crapule celui-là. Bon, c'est Ça veut incroyable. déjà tout. Ah Non, 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 mais mais moi, on est d'accord que ça moi, veut déjà tout dire. Sa candidate, c'est censé être Valérie Pécresse. S'il nous explique aujourd'hui qu'il n'avait pas encore choisi, c'est que, bon, a priori. Bon, ouais, non, enfin, bon, je sais pas. Bref, c'est leur salade, mais enfin, moi, je déteste les gens qui manquent à ce point de loyauté à leur camp et à leur candidat. Enfin, vraiment, je ne supporte pas. Bref, donc, il y a un candidat à gauche qui est en train d'émerger, c'est Jean-Luc Mélenchon. Un candidat à droite qui a plié le match, c'est Macron. Et une candidate à l'extrême droite qui est en train, elle aussi, de plier le match, c'est Marine Le Pen. Et ces trois-là représentent tous les trois des vraies forces politiques et affirment leur leadership sur leur camp. Et c'est normal, d'une certaine manière, que ce soit ces trois-là qui sont candidats pour le second tour. Et franchement, ce que je me disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas convaincue que c'est Macron et l'un des deux autres. Je pense que Macron, c'est pas sûr. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Macron, que Macron va gagner. D'accord. Ah ben ça. Voilà. Moi, là, ce soir, Dépêche AFP. C'est le printemps, c'est le printemps. Oui, c'est ça. Mélenchon a dit ça. À un moment donné, j'ai trouvé ça très joli comme image. Il a dit à 16h33, il y a un événement planétaire, c'est qu'on est passé à l'équinoxe du printemps et que donc les jours rallongent. Et en ce moment, j'ai vu que faut faire court, mais en ce moment, on va dire un mot de Macron quand même. Ouais, j'écoute un super podcast sur Pétain, sur France Inter, et qui raconte aussi comment la France bascule, comment on peut avoir une France très pétainiste et qui va en basculer, boum, et devenir une France qui va fêter la libération. Et ça s'est passé de la même façon dans les années 34-36. Et en fait, j'ai le sentiment que Mélenchon réveille la gauche, que la gauche n'est pas à 25%. Elle est à 25% dans les sondages. Voilà, dans les sondages, elle est à 25%. Mais la vérité, c'est que la gauche, c'est quand même plus que ça en France, et que donc, il a une carte à jouer pour le second tour. Marine Le Pen, hélas aussi, l'extrême droite, c'est autour de 30. On a trois pôles un peu équivalents, et Macron a fait une campagne détestable qui, à mon avis, finira par lui coûter cher. Allons-y sur Macron.
Fait-il campagne, véritablement d'ailleurs. Allez, juste 2 minutes chacun sur Macron avant qu'on chute sur nos coups de cœur. Pablo, Moi, j'ai déjà dit. tu viens de le dire, ça va être Ouais. ton coup de cœur. Ouais. Tu nous diras où on le trouve. Pablo sur Macron, on l'a écouté jeudi faire son 4 heures de stand-up, de présentation de son projet pour les 5 prochaines années. Allez, Ouais. commentaire. Bah non, mais genre, en fait, il est en train de radicaliser la proposition qu'il a étayée pendant ces 5 années de quinquennat, c'est-à-dire une proposition, en gros, d'État au service du capital et du néolibéralisme. D'ailleurs, il le dit lui-même. En fait, l'analyse la plus pertinente que j'ai trouvée sur le sujet, c'est l'analyse de Romaric Godin, en fait, dans Mediapart. Donc, je vais un peu le plagier. En gros, il explique que, la proposition d'État, entre guillemets, providence d'Emmanuel Macron pour les 5 années à venir, c'est juste placer l'État dans la résolution en fait de l'incertitude du marché. C'est-à-dire que le marché, les mécanismes en fait économiques du capitalisme néolibéral, il y a plein de petites incertitudes. Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il dit mais ne vous inquiétez pas, le marché, l'État, c'est-à-dire en l'occurrence représenté par moi-même, on va combler en fait ces incertitudes pour permettre en fait au marché de pouvoir continuer à fonctionner, mais à fonctionner avec tout ce qu'on sait de creusement des inégalités, d'injustice sociale, etc. Et donc, toutes ces propositions, elles vont dans ce sens-là, avec parce que là, il a donné, moi, il a quand même commencé dans son introduction en citant les 3 axes en fait de son programme, entre guillemets, de son projet pour les 5 années à venir. C'est quand même, alors c'est le seul avec lequel je suis à peu près d'accord, enfin, qui pourrait relativement incarner, c'est le progressisme. 2, la question de l'humanisme. Alors là, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre dans quelle mesure les 5 années qui se sont passées faisaient d'Emmanuel Macron un humaniste, quand on sait le sort qu'il réserve aux migrants, etc. Et 3, le troisième pilier, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la souveraineté populaire. Et là, je suis là, non, mais d'ailleurs, des journalistes l'ont noté, lui ont dit, mais comment vous pouvez dire que c'est la souveraineté populaire, c'est un de vos axes, alors qu'on sait ce que vous avez fait ce que vous avez fait de la Convention citoyenne sur le climat, on sait la façon dont vous traitez les partenaires sociaux, on sait la façon dont ce que vous pensez en fait du rôle du Parlement, c'est-à-dire absolument rien. Donc, il a dit des choses qui étaient totalement en désaccord en fait avec donc cette proposition de projet. En revanche, les propositions qu'il a faites, parce que c'était une liste de propositions à la Prévert, là, on a vu en fait que c'était vraiment un profond néolibéral. Catherine? Moi, j'ai noté la forme qui me paraissait être le fond. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait du tout un stand-up. Il a fait une proposition PowerPoint fait par, sans doute par un de ses cabinets magistralement, voilà, qui nous conseille et qui le conseille et qui conseille l'appareil d'État et dont on vient de prendre la mesure, et que raconte assez bien de façon descendante Connemara de Xavier Mathieu. Il raconte cette histoire des consultants dans les cabinets qui infiltrent tous les territoires partout. Et c'était ça, Macron. Alors, il a fait son discours sur la France dans 30 ans. Et là, c'était pour le petit peuple, là, il décline ça en propositions concrètes. C'est-à-dire qu'il y avait des orientations stratégiques qui ont été développées. Et puis là, il nous dit, ben voilà, c'est ça que ça va vouloir dire concrètement. C'est-à-dire qu'il l'a transcrit en mesures concrètes. C'était vomitif, vraiment. Allez, Catherine, tu nous dis où est-ce qu'on trouve ton coup de cœur, là, le podcast Ah oui, alors c'est France Inter. Ouais, c'est France Inter. C'est Philippe Collin qui a fait donc une série, un podcast sur le fantôme de Pétain, ça s'appelle. Et c'est 10 fois 1 heure. Donc il faut être insomniaque comme moi pour écouter ça. Mais la nuit, j'aime bien. Et c'est très, très, très bien fait. C'est des grands historiens qui sont interviewés, plus des archives. Et ça déconstruit de façon profonde Philippe Pétain et la France de la Première Guerre à la Seconde Guerre mondiale. Donc, je recommande en podcast sur l'application de France Inter. Pablo? Alors moi aussi, je veux vous recommander un podcast. C'est l'interview d'Adèle Vendrette, donc la nouvelle directrice de France Inter, mais qui est encore actuellement, à les rênes des nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Je vous recommande l'émission donc du 9 mars avec Francis Huster,
qui est vraiment un très grand moment de radio, où à l'interview, Francis Huster, d'ailleurs, qui a beaucoup de choses à dire. Donc, à la base, il était venu parler de Molière. C'est les nouveaux chemins de la connaissance, c'est les chemins de la philosophie. Les chemins de la philo, ouais. Les chemins de la Les chemins de la philosophie. philosophie, pardon. J'ai encore c'est Ouais. l'ancien nom, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est les chemins de la Pardon. philosophie. Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette, le 9 mars, avec Francis Huster. Donc, il était venu parler de Molière. Donc, il parle de Molière avec ses mots et c'est assez intéressant. Et en fait, au bout d'un moment, il prend 20 minutes pour parler de l'Ukraine. Franchement, c'est un grand moment de radio. C'est à la fois assez drôle et quand même assez pertinent. Il pousse un coup de gueule, mais comme à mon avis, il y a que lui et quelques personnes qui sont capables d'en faire en fait de la sorte, où il explique qu'est-ce que va foutre le pape à Rome alors qu'il devrait être à Kiev, etc. Il tombe sur absolument tout le monde, tous les chiquiers politiques. Je ne me permettrai pas de m'en moquer, mais c'est intéressant en fait parce que je trouve ça de plus en plus rare à la radio en fait qu'on ait ce type de voix et d'incarnation en fait de ce que pourrait être. Enfin, il avait vraiment un message à faire passer et je trouve ça rare d'entendre ça à la radio. Donc je vous conseille de l'écouter. Et moi, je suis tombé ce week-end sur un documentaire par un pur hasard dans lequel une tête vous est très familière puisqu'elle est ici présente. C'était un documentaire qui a été réalisé par Public Sénat, le Caméra Subjective Production. Ça s'appelle Je pense donc je vote, intellectuel en campagne. Ça raconte justement l'histoire des campagnes électorales à l'aune justement de l'instrumentalisation des intellectuels, de la place des intellectuels dans les grandes campagnes électorales. Et franchement, c'est hyper bien foutu. Et pour tout vous expliquer, pour ceux qui nous regardent, Catherine Tricot fait partie des protagonistes interrogés. Et vraiment, le docu de Caméra Subjective… Moi, je n'ai même pas regardé. J'étais interrogée, mais je n'ai pas regardé. C'est vraiment très bien. Voilà, je le recommande. Il est disponible sur le site de Public Sénat. Voilà. La suite au prochain numéro la semaine prochaine. Rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche. Salut. Ciao. Ciao.